Je vois qu'après les travaux de cet après-midi, beaucoup ont voulu aller faire du benchmarking et qu'évidemment, les atouts de la future métropole niçoise sont extrêmement importants. Nous avions tout à l'heure devant les yeux, lorsque l'on voit ce beau paysage, on ne peut effectivement que rêver. Je veux saluer mes collègues ici présents, André Rossineau, Eugène Caselli, Pierre Cohen, Jacques Bigot, Jean-Claude Lagrange, Alain Masson, représentant la communauté urbaine de Brest, Christine Bost, représentant Bordeaux, André Rouxel de Cherbourg, et j'en oublie sans doute certains. Je crois que j'ai salué Jean-Claude Boulard, qui était là tout à l'heure. Et évidemment, André, ce sont les 39e journées des communautés urbaines de France. Nous n'oublions pas, et tu nous présenteras tout à l'heure, les 40e journées qui se trouveront chez toi à Nancy. Mes chers amis, je veux d'abord remercier toute l'équipe de Christian Estrosi de nous accueillir aujourd'hui dans la communauté urbaine de Nice, future métropole de Nice dans quelques temps, ce qui prouve le dynamisme des institutions que nous gérons. Je veux les remercier pour leur accueil, dire également à chacune et à chacun d'entre vous. J'étais à l'instant dans une des tables rondes que lorsque l'on écoute les interventions à la fois des élus, mais en même temps de nos directeurs généraux, d'un certain nombre de nos techniciens, on sent qu'il y a entre nous une communauté de vision, que nous avons à la fois les mêmes analyses et puis en même temps les mêmes projections pour l'avenir. Nous pouvons appartenir à des sensibilités différentes, mais nous sommes porteurs d'un même fait, le fait urbain. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'extrêmement important. J'écoutais à l'instant le débat sur métropole, pôle métropolitain. Ce que nous avions voulu dans la loi dernière sur l'intercommunalité, c'était faire en sorte qu'on puisse avoir une vision ouverte de l'organisation de nos grandes villes, de nos grandes agglomérations, et que ceux qui voulaient porter l'idée de métropole puissent le faire, mais que ceux qui souhaitaient une vision plus souple puissent s'organiser dans le cadre de cette invention commune, puisque c'est les élus qui l'ont inventée, cette invention commune du pôle métropolitain. Mes chers collègues, on voit bien aujourd'hui que, évidemment, la situation qui peut être celle de Nice et la situation qui peut être celle, par exemple, du Sillon lorrain, ou bien de ce qui se passe autour de la métropole lyonnaise, est assez différent. Nice, c'est finalement l'organisation en métropole de petites communautés de communes autour de la grande ville. Et donc on pouvait organiser sous une forme de métropolitaine, de métropole. Évidemment, lorsque nous sommes dans le Sillon lorrain ou lorsque nous sommes dans l'agglomération lyonnaise, si moi, j'avais proposé hier à la grande ville de Saint-Étienne, qui est à côté de Lyon, de venir dans la métropole lyonnaise, je ne suis pas sûr que nous aurions connu un grand succès. Donc il fallait trouver une organisation plus souple qui puisse permettre à des grandes villes de se marier dans un destin commun, parce que ce destin, d'ores et déjà, et j'en dirai quelques mots tout à l'heure, elle s'organise de fait dans la réalité socio-économique et dans le ressenti de la vie de nos habitants. Nous sommes
nous le montrons aujourd'hui en mouvement, avec l'organisation d'une métropole de 21 pôles métropolitains en voie de constitution. Et donc, quelquefois, lorsqu'on nous dit « mais au niveau des territoires, vous êtes un peu figés », non, nous sommes en mouvement. Mais nous voulons nous mettre en mouvement en tenant compte de nos réalités respectives. La vision d'une France où une réforme administrative serait dans l'uniformité des territoires est, à mon avis, une notion dépassée. Tout à l'heure, on parlait d'une future loi éventuelle de décentralisation. Si on fait une loi de décentralisation, il faudra aussi qu'elle soit souple, qu'elle ne veuille pas organiser de la même façon les départements ruraux et les départements urbains, qu'elle prenne en compte la diversité des territoires, de la réalité socio-économique. J'entendais dans la table ronde qui nous a précédés sur les pôles métropolitains un certain nombre de nos collègues qui se trouvaient dans une réalité, par exemple, transfrontalière. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une réalité de la ville qui transcende même les frontières. Si l'on regarde les choses d'un point de vue un peu théorique, c'est par exemple Philippe Wels qui parle aujourd'hui d'une économie qui est une économie d'archipel, d'un dialogue entre les villes, à travers même les frontières. Un échange à la fois, évidemment, de biens et de produits, mais un échange intellectuel, un échange culturel. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le développement du monde est porté par les villes qui, à leur taille, sont les grandes métropoles. Évidemment, la taille de nos métropoles en Europe n'est pas à la taille des métropoles américaines ou des métropoles asiatiques, mais c'est bien là que s'inscrit la réalité de demain. Alors, je crois qu'à partir de là, il faut donner à nos territoires la capacité du mouvement. Et tout ce qui, dans l'appréhension de lois nouvelles, pourrait freiner cette dynamique des territoires, finirait par se retourner contre la dynamique même de notre pays. La péréquation fiscale va évidemment nous occuper beaucoup au cours de ces 2 jours. Et lorsque nous regardons ce que cela va donner pour l'ensemble de nos communautés urbaines, pour l'ensemble du territoire, nous apercevons de 2 choses que Jean-Claude Boulard, dans la note qu'il vous a fait passer, explique très bien. D'abord, nos communautés urbaines font déjà de la péréquation horizontale. Moi qui suis président d'une communauté urbaine où il y a à la fois Vaux-en-Velin, Vénissieux, je sais bien comment c'est déjà dans nos communautés urbaines que l'on essaye de redéfinir un avenir plus solidaire, plus juste, qui puisse mixer les populations, qui essaye de lutter contre la ghettoisation qui a été celle des 15 ou 20 dernières années. Et donc que c'est là que se construit la société plus juste, plus solidaire que nous voulons. Et puis lorsque nous regardons la péréquation qui aujourd'hui va être celle qu'on va demander à nos communautés urbaines, à nos villes, on s'aperçoit que finalement ce sera d'une grande injustice. D'abord, le fait urbain non reconnu qui va se voir l'objet de transferts financiers vers des zones, on va dire, moins denses, avec en même temps une injustice fiscale extrêmement terrible. Parce que nous avons mené par le passé ces grandes politiques, parce que nous sommes le cœur de villes-centres, avec des dépenses qui dépassent évidemment les tailles de nos agglomérations. Nous avons aujourd'hui les impositions qui sont les plus élevées. On voit bien, par exemple, comment nos communautés urbaines sont plus imposées que telle ou telle autre partie du territoire. Et donc le fait que la péréquation fiscale ne prenne pas en compte
le taux d'imposition, la façon dont effectivement les territoires s'organisent, les communes s'organisent pour pouvoir prélever de manière juste sur un territoire, bien évidemment, cela va être quelque chose qui va faire en sorte que les transferts que l'on verra dans l'avenir vont pénaliser le développement de ce que nous faisons aujourd'hui. Mes chers collègues, nous voyons tous que nous sommes devant une crise économique profonde, que notre pays se trouve devant de grandes difficultés. Nous savons tous que pour résorber les 1 600 milliards de dettes publiques, il faudra effectivement que tous fassent des efforts. Mais nous souhaitons que ces efforts puissent être justement répartis. Parce que si c'est les communes, les territoires les plus en difficulté, qui sont souvent dans nos grandes agglomérations, dans nos communautés urbaines, qui finalement se trouvent ponctionnés au profit de zones beaucoup plus prospères, quand on regarde non pas leur potentiel fiscal, mais lorsqu'on regarde la nature de leur population, alors à ce moment-là, on aboutira à une redistribution à l'envers. Et surtout, petit à petit, on nous enlèvera tous les moyens de pouvoir investir pour l'avenir. Nous allons souligner demain, une fois de plus, dans nos résolutions, que l'investissement dans les grandes infrastructures se fait aux 2/3 dans les collectivités locales, que nous-mêmes, communautés urbaines, sommes un vecteur d'investissement important, 3 milliards d'euros l'an dernier, et donc que nous contribuons à construire le territoire. Nous contribuons à le construire du point de vue des infrastructures, nous contribuons à le construire du point de vue de l'économie nouvelle. Tout à l'heure, Pierre Cohen faisait une intervention très juste sur la France de l'innovation, la France de la découverte, la France de la recherche, celle qui nous permettra de lutter contre la désindustrialisation de notre pays. Nous savons tous que cette France-là, elle prend place dans nos grandes agglomérations et que c'est là que se construira l'avenir industriel de notre pays. La semaine dernière, j'accueillais à Lyon des journées de l'économie avec les plus grands économistes français, en particulier beaucoup de ceux qui pensent que la France n'a pas d'avenir si elle n'est pas capable de se redonner une base industrielle. Et ils s'interrogeaient, thème évidemment tout à fait en adéquation avec Nice, sur ce que pourrait être une politique industrielle. Ils disaient oui, il va falloir donner la priorité à une politique industrielle. Mais, disait-il, attention à ne pas recommencer ce que l'on a fait dans le temps, des politiques verticales qui ont à la fois eu quelquefois quelques beaux succès, mais en même temps connu quelques échecs sévères. Et il disait aujourd'hui, si on reprend une politique de filière, elle profitera aux grands groupes, à ceux qui sont déjà installés. Et, soulignait-il, une des difficultés de l'économie française par rapport à des économies qui sont plus dynamiques, celles des États-Unis, celles d'autres pays, c'est que, par exemple, aux États-Unis, parmi les 200 grandes entreprises, il y en a les 2/3 qui n'existaient pas il y a 30 ans. Dans le CAC 40 français, elles existaient toutes il y a déjà 50 ou 60 ans. C'est-à-dire que notre univers n'est pas fait de mouvements. Or, les présidents même de ces grands groupes disent souvent aujourd'hui, si nous voulons porter l'innovation et la recherche, c'est dans des coopérations avec des start-up, avec des chercheurs, avec des doctorants. C'est là, effectivement, que nous porterons la création de demain. Ça veut dire que cette politique industrielle, elle doit être une politique industrielle décentralisée. Parce qu'évidemment, on ne peut pas voir de Paris les PME, les start-up, les entreprises innovantes qui effectivement démarrent. On ne peut pas voir non plus
ces PME qui deviendront ces ETI, ces entreprises de taille intermédiaire qui font la force de l'Allemagne et que nous n'avons pas encore assez en France. Et donc c'est au niveau de nos territoires que nous pouvons porter une vision de la France industrielle de demain. Mes chers collègues, je crois que c'est un message que nous devons relayer collectivement. Christian Estrosi est parti pour une grande réunion à Paris. Je veux dire que je sais que les grandes réunions à Paris sont extrêmement importantes parce que nous sommes dans une France très centralisée. Ça arrive, je pense, de tous les côtés de l'échiquier politique. Je pense que demain, Jean-Claude, j'écoutais ton message tout à l'heure. Tu disais attention à ne pas réclamer la décentralisation parce que l'on décentraliserait des compétences sans ressources. Mais c'est bien quand même un peu des deux qu'il faudrait pouvoir porter. Ce que je constate dans l'Europe qui est devant nous, c'est que les pays qui sont les plus décentralisés portent en même temps les politiques économiques qui sont les plus dynamiques. Lorsque je regarde, par exemple, comment s'organise l'Allemagne avec l'innovation, la recherche portée par les Länder et par ces grandes agglomérations, je me dis que si nous ne portons pas un tel modèle pour l'avenir, que si nous restons dans un pays jacobin, pyramidal, à un moment donné où tout s'organise en réseau, et qu'est-ce que nos pôles métropolitains, si ce n'est justement l'organisation en réseau? Eh bien, si nous restons dans notre tradition jacobine, je crois qu'hélas, nous régresserons et que notre pays continuera à s'enfoncer dans des difficultés de plus en plus grandes. Ce message, je crois que, au-delà de nos sensibilités politiques, nous le portons tous. Nouvel avenir est en route. Nous savons qu'il est en route dans nos grandes agglomérations, dans nos grandes communautés urbaines, dans les pôles métropolitains et les métropoles de demain. Mesdames et messieurs, je crois que, chers collègues, c'est vous qui portez l'avenir de notre pays au travers d'une politique authentiquement décentralisée. Merci. Je vais donc passer la parole à Olivier Landel pour le rapport d'activité qui nous montrera la masse d'activités que nous avons eues depuis notre dernière Assemblée générale. Et ensuite, nous passerons la parole à André Rossineau qui nous présentera les 40e journées des communautés urbaines de France. Olivier. Bien. Merci, Président. On va revenir à des choses plus terre à terre, je dirais, sur la façon dont nous avons travaillé tous ensemble cette année. Je ne vous vois pas bien à cause des éclairages, mais je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas le plaisir, le loisir de participer à l'ensemble des travaux de l'Association des communautés urbaines, et c'est ça que je voudrais résumer avec une intervention également de Philippe Angotti à mes côtés pour les sujets dont il s'occupe. Alors, je vous le rappelle, l'objectif de notre association, c'est d'abord et historiquement de faire travailler, de faire réfléchir ensemble à la fois des territoriaux et des élus, parfois des groupes dans lesquels il y a et des territoriaux et des élus sur un certain nombre de grands sujets. Cette année encore, c'est 55 réunions qui ont été tenues tout au long de l'année dans les locaux, plus de 600 personnes rassemblées sur des thématiques que vous lisez ici, qui sont celles que nous avons retrouvées dans les ateliers cet après-midi, mais au-delà de ça, toutes les thématiques qui intéressent particulièrement les communautés urbaines. À chaque fois, pour ces groupes de travail dits techniques, nous avons un animateur, un coordinateur dans chacune de nos 16 communautés urbaines. Nous avons également mis en place, vous vous en souvenez peut-être, un certain nombre de commissions d'élus. Lorsque nous avons mis en place, nous avions annoncé d'emblée que l'objectif était de pouvoir les mutualiser, mieux travailler avec les autres associations d'élus qui partagent avec nous un certain nombre d'ambitions et de caractéristiques communes.
je dirais au premier rang desquels l'Association des maires des grandes villes de France, puisque la majorité d'entre vous est aussi maire de la ville centre de votre communauté urbaine, même si ce n'est pas systématiquement le cas, mais également avec d'autres associations comme l'Assemblée des communautés de France, en particulier, ou Ville et banlieue également, avec qui nous partageons un certain nombre d'objectifs à défendre en commun. Je vais citer 3 commissions qui fonctionnent bien. Celle animée par Pierre Cohen, qui est mutualisée également avec Ville et banlieue sur la politique de la ville. Celle qui est animée par Jean-Claude Boulard sur les finances et la fiscalité locale. Et celle dont le représentant est peut-être ici présent, Éric Quiquet, qui est co-animée avec le maire d'Angers sur les stratégies de développement durable auxquelles un certain nombre d'entre vous d'élus participent. Et nous allons poursuivre ce mouvement en rejoignant une commission d'élus qui est animée par Jean-Michel Daclin sur les questions européennes et internationales. Nous avons également, animé par Gilles Retière, qui est ici présent, une commission sur l'urbanisme, l'aménagement du territoire, qui se trouve la plupart du temps être en commun avec un groupe de travail qui lui aussi est très actif et qui a eu beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Une des formes d'animation que nous essayons de promouvoir, c'est de faire un certain nombre de réunions délocalisées. On essaye non pas de se promener, mais d'aller profiter de l'expérience des territoires que nous allons voir pour essayer de faire du parangonnage, pour ne pas dire benchmarking, comme nous disent les anglo-saxons. Autre outil que nous utilisons de façon très importante, les enquêtes flash, qui est une façon d'animer le réseau des territoriaux autour de ces questions-là, avec d'ailleurs un succès qui commence à dépasser nos capacités à suivre, notamment celle de Vincent, je ne sais pas si là, c'est Vincent Delanoë, que tout le monde connaît, en tout cas parmi les territoriaux ici, qui anime ce foisonnement de questions-réponses. On en est à plusieurs enquêtes par semaine, et à un tel point qu'on va se doter d'un outil qui sera mis en ligne très, très prochainement. Juste pour l'anecdote, dans ces enquêtes, j'ai juste fait des petites statistiques, parce que vous savez que je suis issu de la gestion, de la finance, etc. J'aime bien tenir des indicateurs, des critères de performance. Eh bien, les plus demandeurs d'enquêtes flash sont les communautés urbaines de Lille et de Bordeaux. Je ne l'ai pas mis, mais celle qui demande le moins d'enquêtes flash, c'est la communauté urbaine du Mans. Et on a également fait des statistiques sur qui répondait le plus souvent aux questions posées par les autres. Et aux surprises, c'est le Mans qui, bien qu'étant le moins demandeur, est celui qui apporte le plus sa contribution au moment des réponses. Lille et Bordeaux étant là aussi très demandeurs et très répondeurs. Bon, je n'en tire aucune conclusion, mais l'ensemble des tableaux sont à votre disponibilité. Les enquêtes flash, donc, nécessitent que nous mettions en place un nouvel outil automatisé qui sera mis en place sur un nouveau portail à partir du mois de décembre prochain. Pour la suite de l'exposé, je vais demander à... non pas si maintenant, pas tout à fait, tout à l'heure. Je continue. L'essentiel des travaux porte aussi, au-delà de l'animation des groupes de travail qui essayent de faire émerger des propositions d'évolution réglementaire législative, l'ensemble de nos travaux, c'est aussi de suivre ces évolutions réglementaires législatives, et on est d'autant plus porté à les suivre qu'un certain nombre d'entre elles, on en a été à l'initiative. Alors, celles qui nous ont le plus occupés cette année, vous avez ici en petite bulle le nombre de réunions que ça a suscité pour les différentes commissions, groupes de travail, etc. de la CUF. C'est d'abord la réforme territoriale et surtout le lancement du réseau des pôles métropolitains, puisque nous avons décidé qu'une fois que la loi a été votée, eh bien, il faudrait permettre à ceux qui créent leur pôle de pouvoir se parler, travailler ensemble, etc. Une première réunion de lancement a été faite à l'Association des maires de France, avec tous les partenaires, que je vais d'ailleurs lister ici. Un certain nombre d'associations généralistes, vous les avez ici, mais nous avons également dans nos partenaires d'autres associations. Nous connaissions bien ici l'AFNO, le GART, mais est rentré dans le cercle
sont entrés dans le cercle les CCI, à travers leur association nationale, l'association, la coordination nationale des conseils de développement, qui est un partenaire régulier, récurrent maintenant des communautés urbaines depuis 2-3 ans, et puis également ETD. Et j'ai oublié de les citer, mais ils sont très présents également dans nos rencontres, la DATAR et la DGCL. Donc une première réunion de lancement au mois de juillet et une prochaine rencontre qu'on vient d'évoquer dans l'atelier tout à l'heure, des pôles métropolitains, le 15 décembre prochain, et la mise en place d'un site internet qui sera le lieu où on mettra en commun des fiches caractérisant les différents pôles, et puis qui sera, dans une partie intranet, un centre de ressources pour l'ensemble des élus et des techniciens qui travaillent et qui réfléchissent à la construction de leur pôle métropolitain. La particularité, et c'est comme ça qu'on l'a souhaité, de ce réseau, c'est qu'il se fait à l'image d'un certain nombre des pôles que vous êtes en train de construire, c'est-à-dire sans nécessité de moyens supplémentaires, mais en coordonnant nos actions et les compétences et les disponibilités, qui sont rares, des différentes associations d'élus. Autre sujet qui a fait l'objet, lui aussi, d'un atelier tout à l'heure, et puis qui a déjà fait l'objet d'un certain nombre de discours et de prises de position, à la fois de Christian Estrosi à midi et à l'instant de Gérard Collomb, qui rejoignent ce que nous a dit Jean-Claude Boulard pendant l'atelier, le sujet de la péréquation. Là aussi, regardez un peu la quantité de réunions que cela suppose que de suivre de tels sujets. 55 réunions, on les a recensées, entre les commissions ACUF à MGVF, le comité stratégique interassociation qui a été proposé par Jacques Pélissard, le président de l'Association des maires de France, et qui a réuni, nous avons fait une tentative, tous ensemble, le bloc communal, d'avoir une position commune, les différentes réunions du comité des finances locales, pour aboutir à ce que j'ai noté être décrit par certains, une péréquation à l'envers. On en a parlé, on en reparlera demain, qui, même si elle prend en compte les strates, ce qui était un de nos combats, qui n'est pas un combat définitivement gagné d'ailleurs tant que la loi n'est pas votée, n'a pas pris en compte notamment l'effort fiscal et n'a pas ciblé de façon particulière, et je dirais même à l'envers, pénalise éventuellement certaines villes qui par ailleurs bénéficient de la DSU. Donc on a pu faire quelques petits amendements techniques à l'Assemblée nationale, mais l'essentiel reste à faire au niveau du Sénat, et je crois que ce sera un de nos sujets demain. Pour la suite, je vais laisser la parole à Philippe Angotti, qui, au sein de notre association, anime plus particulièrement tous les sujets, tous les groupes de travail qui tournent autour du développement durable, du urbanisme et de la politique de la ville. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Alors, tout en étant flatté de seconder notre délégué général dans la présentation de ce rapport d'activité, je suis moins à l'aise que lui à l'oral et donc j'aurai peut-être recours à des notes. Donc, je vous prie de m'en excuser et je vous remercie de votre indulgence. Alors, on va poursuivre effectivement sur la veille sur les principaux textes de loi avec donc le Grenelle 2. Alors, on a beaucoup travaillé avec notre partenaire, comme l'indiquait Olivier Landel, donc, qui est l'Association des maires des grandes villes de France, sur les décrets d'application de la loi Engagement national pour l'environnement, et particulièrement sur 4 d'entre eux. Alors, tout d'abord, le plan bâtiment tertiaire. Donc, l'ACUF a participé au groupe de travail collectivité locale qui a été constitué dans le cadre de la concertation précédant l'écriture du décret. Une contribution a été envoyée le mois dernier, notamment dans un esprit, on va dire, de souplesse dans l'introduction de contraintes concernant les objectifs de réduction de consommation. En ce qui concerne les plans climat-énergie territoriaux et les bilans d'émissions de gaz à effet de serre, l'ACUF a obtenu que le fameux Scope 3, enfin pour ceux qui suivent ces questions, mais globalement les émissions indirectes, ne rentrent pas dans le champ du décret. C'était effectivement assez peu adapté au cas des collectivités locales. En plus, à la suite d'une longue concertation, une méthode a été établie pour l'établissement de bilan de gaz à effet de serre, et ainsi qu'un guide spécial pour les collectivités locales. Vas-y, continue, mais tu as touché sur... Qu'est-ce que j'ai fait ?
Donc, à noter que ce décret a été publié en juillet 2011. Troisième décret sur lequel on a pas mal travaillé, c'est le décret sur les informations devant être fournies par les fournisseurs d'énergie aux concessionnaires. Donc là, on peut dire qu'on s'est assez fortement mobilisé pour que les fournisseurs d'énergie transmettent un maximum d'informations aux collectivités locales, ceci pour l'établissement des fameux plans climat-énergie territoriaux. C'est aussi dans ce cadre qu'on a initié le dialogue dont vous parlera rapidement Olivier avec le fournisseur ERDF. À noter que ce décret n'est toujours pas publié à ce jour. Quatrième décret, enfin, sur lequel on a travaillé, le rapport développement durable. Alors, je précise que ce rapport doit être présenté en préalable au débat sur le budget, pour la première fois, donc là, cette année, en préalable au budget 2012. Nous avons accueilli à plusieurs reprises le ministère pour un débat pour préciser un peu le contenu du rapport, ainsi que les actions d'accompagnement qui étaient prévues par le ministère pour aider les collectivités locales assujetties. Autre dossier qui nous a fortement mobilisés, celui de l'urbanisme commercial. Donc on a pas mal travaillé quand même pour essayer d'enrichir le texte et de l'améliorer. Ce texte qui a pu être amélioré de manière assez significative lors du premier vote au Sénat fin mars dernier. Donc tout en n'étant pas parfait, on en est bien conscient, il avait au moins le mérite, enfin, j'en parle un petit peu au passé, mais il avait le mérite effectivement de proposer un cadre aux élus qui sont souvent un petit peu désarmés face à la prolifération des surfaces commerciales. Alors je dis effectivement avait parce que malheureusement ce texte n'a pas fait l'objet à ce jour d'une seconde lecture. Le processus législatif est un peu en panne, sans doute victime quand même d'un certain nombre de pressions exercées par les grandes enseignes. À ce titre d'ailleurs, la CUF s'est jointe à l'appel qui avait été initié par l'ADCF, lancé par plus de 200 présidents de communautés pour la poursuite du processus législatif. À noter que 11 présidents de communautés urbaines ont signé cet appel. Passons maintenant à l'urbanisme de projet. Alors là, 3 grands chapitres. La fiscalité de l'urbanisme. Tout d'abord, alors celle-ci a été intégrée dans la loi de finances rectificative pour 2010, vous le savez tous. Il faut faut passer une délibération avant le 30 novembre pour instaurer la fameuse taxe d'aménagement. Globalement, on s'est montré plutôt d'accord avec l'objectif qui était celui de simplification de cette réforme. Donc rappelons qu'il y a une taxe d'aménagement doublée d'un versement pour sous-densité qui remplace 6 anciennes taxes. Donc c'est vrai que cet objectif est plutôt rempli. Sachant que la CUF s'est mobilisée pour que le versement pour sous-densité soit intégralement versé au bloc communal, ce qui n'avait pas été le cas dans la première version du projet. Et il faut noter aussi que nous avons été assez attentifs à ce que cette opération s'effectue à ressources constantes pour les collectivités locales. Et enfin, à noter que nous sommes membres du comité de suivi de la mise en place de cette réforme et qu'à ce titre, donc, nous suivons un certain nombre d'amendements, d'ajustements de cette réforme. En ce qui concerne maintenant le chapitre de la stratégie foncière, je dois vous dire qu'on a dans les groupes de travail sur l'urbanisme de projet, on a beaucoup débattu sur cette réforme qui était incluse dans la loi Warsmann. On avait des partisans, de chauds partisans et d'autres un peu plus réservés. Bon, finalement, cette réforme, vous le savez, a été abandonnée. On peut peut-être le regretter. Elle réapparaît un tout petit peu à travers les secteurs de projet, comme on en a parlé cet après-midi. Mais en tout cas, en ce qui concerne la réforme suivante qui a suivi, la proposition de loi Moret, qui instaurait quelques aménagements visant à sécuriser le droit de préemption urbain. En revanche, on était plutôt favorable à cette question-là. En ce qui concerne l'évolution des documents d'urbanisme, donc la CUF était plutôt intéressée par le projet qui consistait à remplacer l'approche strictement réglementaire du PLU par une approche fondée sur 4 objectifs fondamentaux qui traduisaient un peu le projet urbain. En revanche, elle s'est montrée plutôt réservée sur l'instauration des secteurs de projet, pointant un peu les problèmes qui pouvaient se poser tant en termes de démocratie dans l'instauration réelle de ces secteurs de projet et puis aussi de cohérence peut-être par rapport à un projet urbain d'ensemble. Enfin, pour terminer sur les textes que nous avons suivis, donc la proposition de loi d'Oliger, on peut rappeler que c'était donc, l'objectif de cette loi était donc de simplifier les normes applicables aux collectivités locales.
À noter qu'un certain nombre de dispositions qui étaient issues des groupes de travail de la démarche urbanisme de projet y étaient incluses, notamment la fameuse disposition sur les secteurs de projet. Alors je dis bien été, là encore, car il semblerait qu'à ce jour, ce texte semble abandonné. On va passer maintenant à un autre aspect qui est plus... Bon, enfin, c'est peut-être un petit peu... c'est pas toujours évident d'établir la frontière, mais là on est plutôt dans l'aspect réflexion, bien que ce soit souvent aussi parfois en lien avec parfois certains textes. Alors on va parler donc de trois grands domaines. Politique de la ville tout d'abord. Alors vous le savez peut-être, la CUF donc, avait travaillé l'année dernière, donc elle a publié au printemps 2010 un manifeste commun avec l'Association des maires des grandes villes de France et l'Association des maires villes et banlieues pour une réforme de la politique de la ville. Donc là, cette année a été marquée par des expressions, des déclarations, des communiqués visant à maintenir la pression sur ce thème pour effectivement que le gouvernement se saisisse de ce thème. Alors, on peut noter donc l'appel qui a été lancé à la suite des assises de Nantes le 15 avril dernier, un communiqué commun qui a été publié fin mai dernier, ainsi qu'une déclaration qui a été publiée à l'issue des assises d'Amiens tout récemment, le 8 novembre. En ce qui concerne la problématique de l'habitat, donc là, on a pas mal de choses. Alors tout d'abord, je ne reviendrai pas trop, puisqu'on a eu un atelier sur ce thème-là, sur l'aspect PLU, PLH, PDU, donc le fameux PLU 3 en 1. Sachez que la CUF est étroitement associée au groupe de travail national qui planche sur ce sujet et que les débats cet après-midi ont été fort riches. Dans le cadre du groupe de travail qui est commun à CUF-ADCF, les responsables de l'habitat se sont aussi penchés sur la thématique des copropriétés en difficulté afin d'apporter une contribution dans le cadre du groupe de travail national qui a été constitué par l'ANA sur ce sujet. De même, en ce qui concerne la délégation des aides à la pierre, nous faisons partie du comité de pilotage de l'étude qui a été lancée par la DHUP, donc Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, pour évaluer ces délégations, dont une trentaine environ arrivent à échéance en ce moment. Et la CUF s'est également associée à la DCF, toujours elle, en ce qui concerne l'organisation d'une journée qui s'est déroulée là en début de semaine, le 14 novembre dernier, sur les bilans et perspectives des délégations des aides à la pierre auxquelles ont participé plus de 200 personnes. Je note aussi je vous rappelle que l'ACUF est membre du réseau des acteurs de l'habitat et qu'à ce titre, 4 journées ont été organisées qui ont rassemblé plus de 700 personnes. L'ACUF s'est notamment mobilisée beaucoup dans le cadre de la préparation et du montage de la journée sur la planification urbaine et l'habitat, donc toujours un petit peu ce thème qui nous occupe beaucoup en avril dernier. Sinon, vous voyez un petit peu les thèmes qui ont été abordés lors des dernières journées. Enfin, en ce qui concerne les états généraux du logement, donc l'Association des communautés urbaines de France fait partie, au même titre que 32 autres organisations, de l'organisation de ces états généraux du logement. Un événement fort, ça a été le 8 juin dernier, une journée au cours de laquelle les partis politiques ont été invités à se prononcer sur la place qu'elles mettaient, sur la place qu'elles accordaient à l'habitat dans leur programme politique, évidemment en perspective des prochaines élections. Alors maintenant, on va aborder la troisième grande thématique dans laquelle on va voir les trois gros autres aspects. Donc c'est un peu développement durable, on va dire, qui correspond au groupe de travail qui fonctionne sur ce sujet et à la commission commune avec l'Association des maires des grandes villes de France. Alors on a travaillé sur le domaine de la biodiversité. Alors, la fameuse stratégie nationale de la biodiversité, c'était l'année de la biodiversité. Donc, la stratégie qui a été publiée en mai 2011, il y a eu de longs débats, au terme desquels, bien que les deux associations, la CUF et la MGVF, aient été étroitement associées à son élaboration, la commission à laquelle nous avons discuté a décidé finalement de ne pas y adhérer, que les associations ne devaient pas y adhérer en leur nom propre, ce qui n'empêche évidemment pas chaque collectivité d'y adhérer de manière individuelle. D'autre part, la CUF est partenaire d'une manifestation qui va justement essayer de poser fortement la politique des villes dans ce domaine, donc qui s'appelle Politique urbaine et biodiversité, qui va se tenir le 24 janvier 2012. Et elle a également relayé l'initiative Yasuni ITT,
Il s'agit de renoncer en fait à l'exploitation d'un gisement de 850 millions de barils de pétrole qui se situe dans le parc Yasuni, qui est en Équateur, je crois, dans une réserve naturelle qui a été déclarée réserve naturelle mondiale de biosphère par l'UNESCO. Et là, Lille Métropole s'est proposé de coordonner les aides financières des membres de la CUF et de la MGVF à ce projet. En ce qui concerne le climat, donc là, plusieurs aspects. Donc, en ce qui concerne les négociations internationales, fin novembre dernier s'est tenu le sommet des maires de Mexico, donc au cours duquel a été adopté le pacte de Mexico, qui essaie de donner une position assez forte des maires sur cette gouvernance. Et justement, il y a eu quelques progrès qui ont été constatés lors de la conférence de Cancun qui a suivi en décembre dernier, où le rôle des gouvernements locaux, au sens onusien, donc c'est-à-dire nos collectivités locales, a été reconnu officiellement dans la lutte contre le changement climatique. C'est donc, nous semble-t-il, une porte ouverte pour la captation au profit des collectivités locales d'une partie des fonds qui seront générés par la mise aux enchères des quotas de CO2 à compter de 2013. Et dans ce but, notre association donc, a engagé aux côtés de partenaires une expérimentation d'une mesure cadastrale, c'est-à-dire donc une approche territoriale des émissions de gaz à effet de serre qui soit basée sur une approche MRV au sens onusien, c'est-à-dire mesurable, reportable, vérifiable. Donc là, on est en train de travailler à ça. Enfin, elle va se mettre en place là, ces prochaines semaines. Et enfin, l'association est depuis fin 2010 structure de soutien de la Convention des maires et participe à ce titre au Club France qui est animé par Energy Cities. Enfin, dernier aspect que je voulais aborder avec vous, c'est Rio + 20, donc pour faire écho au fameux sommet de la Terre de 1992, donc il va se tenir début juin prochain. Alors la CUF est membre du comité qui a été constitué, comité Rio + 20 qui a été constitué, coordonné par le comité 21. Elle a également signé, aux côtés des autres réseaux de collectivités, une déclaration, laquelle demande notamment une association plus étroite des gouvernements locaux au processus de décision internationale en matière de développement durable. Très bien, merci Philippe. Je vais poursuivre. Oui. Bon, on ne s'en rend pas compte, et c'est ce que me disaient en aparté les présidents Gérard Collomb et André Rossino, mais c'est une partie de l'activité très importante dans notre association et qui est rarement rendue visible auprès de nos présidents, mais que nos vice-présidents connaissent bien et que les groupes de travail connaissent bien. Je voulais juste vous montrer donc Rio + 20 pour que on puisse regarder le site internet de... Ah pardon, il faut que je me reconnecte. Voilà, ça c'est une petite erreur, j'aurais dû le faire avant. Regardez pas le code. Voilà, normalement ça va fonctionner. Ok, je reviens. Je refais une tentative de connexion. C'est le site internet qu'on essaye de mettre en place justement pour promouvoir notre présence à Rio + 20. Alors je ne sais pas. Ah, bah, écoutez, il y a un petit souci. Bon, je pense que ça doit être lié au réseau, le réseau ici qui n'est pas tout à fait fiable. Écoutez, mais je crois que c'est des trucs, c'est à Toulouse ça, non, Pierre Cohen? Il me semble. Alors ça doit être un truc de... C'est peut-être un truc de l'année dernière, ça. Bon, écoutez, c'est pas grave. On va continuer quand même. Excusez-moi pour cette imprécision. Alors, on a également une volonté de contribuer, rayonner, puis faire savoir ce qu'on fait. Je vous rappelle rapidement notre lettre financière Focus, en partenariat avec Dexia. Le prochain numéro, l'année prochaine. Ensuite, notre lettre d'information qui est diffusée trois fois par an. Nous avons produit cette année une étude qui a fait l'objet d'un colloque et d'une production avec des élèves de l'INET et le partenariat de la DCF, de la MGF et de la Fédération des collectivités de la culture sur la place de la culture dans les compétences et les stratégies des territoires et des communautés urbaines.
Et nous avons également, ça a été dit rapidement par Philippe, commencé un dialogue avec ERDF en partenariat avec la MGVF, et ça fait l'objet de la publication d'un ouvrage. Tous ces ouvrages-là, bien évidemment, vous les retrouvez sur notre site Internet. Nous avons également l'habitude de lancer des études. Alors, il y en a une que nous n'avons pas lancée, nous, mais à laquelle nous avons rejoint, qui est lancée par CERTU, sur les villes et la prise en compte des préoccupations climatiques à partir de leur plan climat, leur agenda 21, etc. Étude qui est disponible. Nous en lançons une qui vient d'être lancée en partenariat avec la MGF d'un côté et des élèves administrateurs de l'INED de l'autre sur la gouvernance de la problématique de l'énergie. Je vous en ferai un résumé l'année prochaine probablement. Et nous en lançons un, et ce n'est pas parce que nous venions à Nice que nous avons décidé de lancer cette étude, mais qu'il nous semble important de travailler sur le risque inondation qui concerne toutes les communautés urbaines, sans exception, que ce soit littoral ou pas littoral. Ça nous semble être important de travailler sur ce sujet-là. Nous sommes également co-organisateurs ou partenaires d'un certain nombre d'événements. Je vous rappelle les Interconnectés, notre rendez-vous lyonnais de décembre, chaque année, depuis, ça va être la 7e ou 8e édition, qui rassemble 700-750 personnes chaque année autour des problématiques TIC, nouvelles technologies et intercommunalité. Cette année, on parlera à nouveau de très haut débit, on a fait une journée spéciale là-dessus cette année, mais on parlera de beaucoup d'autres questions. On parle aussi bien des logiciels que de leur appropriation, que de notre dialogue avec les services de l'État dans tous ces sujets-là. On intervient chaque année aux ETS. L'année dernière, on était déjà sur les métropoles, les communes nouvelles. Les ETS, pour les élus qui n'ont pas l'habitude, c'est les entretiens territoriaux de Strasbourg qui rassemblent tous les administrateurs territoriaux dont vous connaissez un certain nombre de spécimens qui sont des dirigeants de vos communautés urbaines. Et nous avons également cette année inauguré un cycle de travail avec Capcom et la MGVF autour de la communication. C'est Nathalie Marchand, mais qui est pris par d'autres occupations, qui anime tout ce secteur de la communication au sein de l'Association des communautés urbaines de France. Et je vous en ai parlé la journée que nous avons fait à Marseille sur les métropoles. Et enfin, nous nous sommes associés, j'en parle parce que c'est devenu un sujet de travail depuis longtemps qui débouche, je vais en parler tout à l'heure, sur un marché d'acquisition de véhicules électriques. Nous sommes associés à RIV, donc qui s'occupe des véhicules électriques. RIV d'ailleurs, voilà, Rencontre internationale des véhicules électriques. Rencontre, ah ben non, c'est pas ça, ça c'est la pêche à la ligne. Pardon. Là, il y a un petit problème, mais c'est la technologie qui pose problème. Bon, notre boulot, c'est aussi d'anticiper, voire même parfois de persévérer. Alors j'ai regroupé ici des actions qu'on a enclenchées depuis beaucoup d'années et puis qui finalement débouchent sur des résultats concrets. C'est en 2008 qu'on avait lancé notre première tentative de groupement d'achat de véhicules propres. Certains d'entre vous s'en rappellent peut-être. Et puis petit à petit, nous avons cheminé, nous avons rejoint la Poste et vous le savez, vous avez peut-être vu ça dans la presse, à la suite d'un dialogue compétitif mené par l'UGAP auquel nous avons participé, beaucoup de gestionnaires de parcs automobiles de communautés urbaines ont participé il y a 2 ans à l'élaboration du cahier des charges qui a servi à mener le dialogue compétitif. Nous avons passé une convention il y a un peu plus d'1 an maintenant avec l'UGAP et le choix a été fait de véhicules. Alors vous le savez, il y a des Kangoo Renault et des Peugeot Ion. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas des Toyota et compagnie. Bon, je ne pense pas que... Bon, enfin, je ne sais pas. Et en tout cas, sachez que vous allez en entendre parler très prochainement puisque nous avons une convention avec l'UGAP qui accorde un prix, une petite ristourne aux communautés urbaines et depuis peu d'ailleurs aux maires de grandes villes aussi, puisque nous avons fait package commun récemment. Autre projet qui a démarré depuis longtemps, celui du système d'information des aides à la pierre. Ça fait depuis 2007 qu'on est là-dessus. Mais ça y est, on y arrive. On va avoir en janvier 2012 un portail qui va permettre aux délégataires
de réceptionner de façon dématérialisée les demandes de construction de logement social venant de tous les offices, mais les organismes de HLM. Donc ils auront un portail. Ça arrive dans les outils d'instruction des délégataires et ça se bascule automatiquement dans une base de données nationale gérée par le ministère, à laquelle nous avons tous obtenu un droit d'accès, base de données nationale sur laquelle nous avons travaillé ensemble et de laquelle nous pouvons extraire des tableaux de bord sur la mise en production du logement social. C'est vraiment quelque chose qui nous a pris beaucoup de temps, mais qu'on arrive maintenant à fabriquer. La partie tableau de bord est déjà prête, la partie alimentation automatique est inaugurée en début d'année prochaine. Donc sur le suivi des aides à la pierre, donc le portail sera prêt au moment où les aides à la pierre s'arrêteront. Pardon. Ensuite, je pense qu'il faut que je vous rappelle que nous travaillons là aussi depuis longtemps, et André Rossino est un des acteurs de cette question, sur ce qui s'appelle maintenant un référentiel européen de la ville durable. Vous savez que nous avions engagé au sein des communautés urbaines l'idée d'avoir des critères pour mesurer nos progrès en matière de développement durable. Eh bien, notre réflexion, et celle d'autres, a alimenté une idée de créer au niveau européen, à l'échelle européenne, un référentiel. Je fais vérifier, d'accord. Bon, je vais vous montrer simplement le site de ce référentiel. RFS. Je suis désolé. Bon, je vais tout de suite passer à la fin. Donc, excusez, c'est les préparations qui étaient difficiles. Donc, le rapport d'activité, il fait 150 pages. Il est téléchargeable, il sera remis à nos présidents demain. Vous avez dedans le détail des activités des commissions, des groupes de travail, et il me faut évidemment parler du budget de notre association. Quels sont les événements qu'il faut regarder cette année? Au niveau des dépenses, vous l'avez peut-être su, en tout cas je vous l'annonce, nous avions de gros sujets à traiter cette année, nouveau, celui des pôles métropolitains et celui de l'agence de financement qui était, j'en ai même pas parlé, qui était un de nos gros sujets. Et nous avons le plaisir d'accueillir Jean Desson. Alors je ne sais pas s'il est là ici, mais en tout cas donc un 5e salarié. Nous l'avons testé en stage. Il est encore en période d'essai, je le rappelle. Et nous travaillons également à la recherche de nouveaux locaux, non pas parce que nous ne sommes pas bien installés en tant que sous-locataires du Grand Lyon, mais parce que nous commençons à être à l'étroit et que nous pensons que ça a du sens de nous regrouper avec d'autres associations d'élus. Pour l'instant, sur le projet, figure l'Association des maires des grandes villes, le GART, l'AFNO, Villes et banlieues et l'Assemblée des communautés de France. Alors, nous n'avons pas encore de certitude sur le lieu et la période, mais c'est un travail que nous poursuivons. Et enfin, il me faut vous parler de la cotisation. Donc, de 2004 jusqu'à 2011, la cotisation s'élève à 10 centimes d'euros par habitant. Et je vais vous proposer d'approuver combien 10 centimes. C'est vraiment très très prévisible la CUF. Voilà. Je voudrais simplement terminer sur une dernière intervention, à la fois travailler, rêver, des mots qui sont à la mode en ce moment, pour les uns ou pour les autres. Comment ça s'illustre chez nous? À quoi qui rêve à la cuve, en fait? Hein? Eh bien, Vincent, manifestement, j'ai cru comprendre que c'est lui qui arrivait à Rio. Il avait envie de retourner tout à l'heure à Toulouse, au Rio Loco, peut-être. Jean, manifestement, c'est lui qui doit rêver de pêche à la ligne en Corrèze. Peut-être pour ça qu'on a vu apparaître le site de la pêche à la ligne tout à l'heure. Nathalie, le groupe de guitaristes de tout à l'heure,
Peut-être veut-elle rejoindre les Rattles. Là, je me permets, mais peu vont comprendre, mais les Rattles, c'est un groupe de rock animé par un de nos directeurs généraux adjoints préférés. Et Philippe, peut-être, pense, mais je n'ai pas ouvert le site, à France-Irlande ou Irlande-France prochainement. Quant à moi, je ne pense, vous le savez, qu'aux finances, qu'à la nouvelle banque, etc. D'ailleurs, quand on regarde le lien qu'il y a lorsqu'on a Focus, on va l'ouvrir. Ah, Focus. Pardon. On progresse. Voilà. L'after des urbains dynamiques. Je vous invite à en profiter tout à l'heure. Et et je relaisse la parole de façon plus sérieuse à notre président. Bon, moi je dis à Olivier, attention, nous sommes un grand réseau, mais les réseaux doivent quand même se limiter à l'essentiel. Bien, mesdames et messieurs, donc vous avez tous pu apprécier le rapport moral présenté par Olivier Landel. Donc je vais le mettre formellement aux voix. Qui est pour son adoption, ou plutôt y a-t-il des contre? Les élus votent. Donc, y a-t-il des comptes? Non, pas d'opposition. Le rapport financier sans augmentation de budget, de cotisation, ce qui pour le moment est essentiel. Pas d'opposition. Adopté. Et je passe la parole à André Rossineau, qui va nous faire rêver sur la ville de Nancy. On va voir quels sont les rêves d'André Rossineau pour l'année prochaine. Merci à vous. Merci, Président. Un peu de patrimoine mondial, place Stanislas, ne fera pas de mal aux uns et aux autres. Je pense que c'est un beau et haut lieu. Je pense d'ailleurs associer les autres villes du pôle métropolitain, c'est-à-dire Épinal, Thionville et Metz, pour vous accueillir. On va mettre ça au point de manière un peu subtile pour faire une démonstration, je dirais, en marchant, en quelque sorte, de notre thématique d'aujourd'hui. Je partage tout à fait ton analyse, Gérard, sur plusieurs phénomènes qui sont en train de se marquer aujourd'hui dans l'opinion. Il faut s'organiser, je dirais presque sans limite formelle. C'est pas du rêve, mais quand on produit du service de qualité de haut niveau qui sert à toute une région, on ne s'occupe pas des limites territoriales. Je pense que dans beaucoup de domaines, aujourd'hui, on a évoqué tout à l'heure les universités. Je voudrais vous rendre attentif à une chose, c'est qu'il y a une sorte de parallélisme entre l'accélération des fusions des universités et d'autre part la montée en puissance des réseaux de villes. Quelquefois, c'est le réseau de villes qui a précédé l'université, mais quelquefois aussi, c'est l'université qui entraîne le réseau de villes. Derrière tout cela, il y a les pôles de compétitivité, il y a l'innovation, il y a la recherche, il y a toute cette nouvelle façon de travailler ensemble. Moi, ma culture, elle vient aussi beaucoup des agences d'urbanisme où on a l'habitude de réfléchir sans limite concrète. Qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui, dans nos grandes villes ou ailleurs, qu'un canton, qu'un arrondissement, ou des choses comme ça, sauf la loi PLM, mais à part ça, tout ça est bien derrière nous sur le plan, je dirais, de l'organisation de la vie des grandes villes et des réseaux de villes. Donc cette approche partagée, ouverte, on est dans une société ouverte. On a tout à l'heure fait l'exégèse des réseaux. Du risque de la nécessité de décentraliser, mais la manière de le faire est peut-être à imaginer de manière différente pour qu'on puisse coproduire ensemble des richesses, de l'innovation, des garanties, de la solidarité sociale et territoriale. Bref, je pense qu'il faut aussi regarder une grande intercommunalité hors les murs et avec ce qui se passe autour de nous.
Je pense que ces thèmes, on va y réfléchir, mais ça nous donnerait l'occasion et le plaisir de vous accueillir pour les 40e journées des communautés urbaines. En tout cas, moi, je n'ai pas travaillé autant que Landel, mais un grand coup de chapeau à l'équipe. Je pense qu'il a voulu nous montrer à travers ces petites choses, ces incursives là dans le rapport d'activité. Mais enfin, je trouve M. Landel très en forme. Hein. Je ne sais pas ce que vous faites en dehors du boulot, mais je vous trouve très en forme. En tout cas, merci Gérard. À travers toi, j'aurais aussi salué notre collègue député maire de Nice pour son accueil et vous dire qu'on essaiera de faire dans la longue tradition des rencontres et des journées communautaires un séjour agréable à Nancy. Je vous remercie.